Mesdames, Messieurs, en ma qualité de président en exercice du Conseil de la Société des Nations, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la 12e session ordinaire de l'Assemblée de la Société des Nations. Je n'entreprendrai pas de vous exposer par les détails tout l'œuvre accompli au cours de l'année par la Société des Nations dans les différents domaines où elle a porté son activité. Vous trouverez à ce sujet, comme chaque année, des indications très précises et très complètes dans les rapports du Conseil et du Secrétaire général. Ainsi, le volume et la qualité du travail de la Société des Nations n'ont pas diminué. Tous ces organismes ont travaillé à plein, si l'on peut dire, et bien que chacun des résultats obtenus pris en lui-même puisse parfois paraître de peu d'importance par comparaison avec la grande mission de la Société des Nations, tous ces résultats pris ensemble et considérés avec un certain recul constituent incontestablement un important progrès vers la but finale de toute coopération internationale, à savoir la coordination des efforts, la simplification des règles et des pratiques en usage dans l'intérêt général de la communauté des nations. En effet, la Société des Nations, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, n'a pas cessé de tendre aux divers continents son action et ses méthodes. Comment pourrait-il en être autrement, monsieur, alors que le monde tout entier est en proie à une crise qui est sans doute unique dans l'histoire universelle par son attendu et par son intensité, qui pèse sur l'économie de tous les pays, les plus puissants comme les plus faibles, n'en épargnant aucun et les menaçant tous de désordres graves d'ordre politique et social. L'inquiétude est partout et l'on devine en même pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie l'angoisse du lendemain. Le scrutin est clos. The vote is finished. Obtenu la majorité absolue, M. Titulescu, de la Roumanie. Honneur que vous venez de faire à mon pays et à moi-même, en m'appelant à présider de nouveau les travaux de cette haute assemblée et en vous écartant à titre tout à fait exceptionnel de la tradition de la non-rééligibilité du président, m'inspire une profonde gratitude qui ne saurait se traduire en paroles. Messieurs, voici le résultat du vote. 44 États y ont pris part. 42 États ont voté pour l'approbation du rapport. Les membres du Conseil, autres que les partis, au nombre de 12, ont tous voté pour l'approbation du rapport, soit l'unanimité du Conseil. Les autres membres de la Société, au nombre de 30, se sont prononcés pour l'approbation du Conseil. Un État s'est abstenu, il est censé, en vertu du règlement, non présent. Quant aux partis aux différents,
L'une, la Chine, a voté pour l'approbation du rapport, l'autre, le Japon, a voté contre. Dans ces conditions, messieurs, le rapport est adopté à l'unanimité. Le Japon est une province chinoise ayant appartenu à la Chine déjà au 8e siècle. Tout comme la Mandchourie, elle fait partie intégrante du territoire chinois et par conséquent, le Japon n'a aucun droit de l'occuper. Le prétexte que les Japonais invoquent pour envahir le Japon consistant à dire qu'il fait partie du soi-disant Manchukuo est vraiment ridicule, étant donné que le Manchukuo lui-même est illégal, car il a été créé de toutes pièces par les Japonais, ainsi que l'a constaté dans la Société des Nations. Que pour supprimer l'épouvantable force offensive inhérente à l'arme aérienne, l'abolition complète de toute aéronautique militaire était indispensable. Je n'ai pas besoin d'expliquer que le spectre d'une telle guerre doit nécessairement se présenter sous une forme particulièrement menaçante à un pays fortement populé et hautement industrialisé comme l'Allemagne, et qui sait qu'il y a à ses frontières des milliers d'avions militaires prêts à s'envoler sans que l'Allemagne elle-même possède même un seul moyen de défense contre une attaque aérienne, ni avion militaire, ni canon de défense contre aéronefs. Toute mesure concernant l'aviation militaire est impossible s'il n'y a pas, à défaut d'internationalisation, un contrôle automatique, permanent, efficace de l'aviation civile, et particulièrement pour les aéronefs dépassant des caractéristiques fixées par la Convention. Sous cette réserve, messieurs, je puis vous dire que mon pays est disposé à faire le plus grand effort de limitation et de réduction suivant les principes et les modalités fixés par le projet de convention britannique.